Bonjour à tous, bienvenue, je vais vous parler de parseur aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les slides sur l'URL qui est là, je la tweeterai si vous avez besoin. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Benoît Lemoine et contrairement à la plupart des speakers que vous avez vus, je ne travaille pas quelque part vu que je cherche un emploi. Donc si vous avez un travail de tech lead à Montréal, je suis preneur. Cela dit, mis à part ça, j'aime bien tout ce qui est programmation fonctionnelle, système de type, trucs dans le genre. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, sur au handle qui s'affiche ici. Revenons à notre sujet. Donc, un parseur, normalement, vous savez à peu près vaguement ce que c'est, mais vous pouvez quand même vous poser la question à quoi ça sert. Bon, si vous avez vu le titre, pas très compliqué, on cherche à exploiter du texte brut. Mais pourquoi on veut faire ça? En fait, pour moi, c'est la vraie première question qu'on doit se poser quand on parle de ce sujet, parce que souvent, on a cette vision que les parseurs, c'est un truc qui est utilisé, bon oui, pour les langages de programmation, ok, très bien, mais en fait, en pratique, moi, j'en ai utilisé sur des vrais applis, métiers, orientés clients finaux. Donc, l'exemple que j'ai eu à faire plusieurs fois dans ma carrière, c'est on expose des données au client et il veut pouvoir faire des formules sur ces données. Il veut pouvoir vraiment aller à Excel, j'ai des colonnes, je les additionne, je fais des multiplications, je fais des fonctions avancées. Et ça, en fait, c'est typiquement un cas d'usage de parseur. Mais il y en a d'autres. Les sous-ensembles de langage. Alors, l'exemple, c'est le support des commentaires dans JSON. Il existe des librairies qui le supportent de base. Je ne vous encourage pas forcément à écrire votre parseur pour ça. Mais sachez que c'est le genre de truc. Vous voulez rajouter une feature à un langage existant. Il y a aussi les interfaces utilisateurs sur, par exemple, des chats. Si vous voulez rajouter des commandes un peu avancées, bon, sur un invite, c'est pas le truc le plus compliqué du monde, mais vous pouvez avoir besoin d'un parseur dès que vous laissez un utilisateur utiliser un CLI et de la ligne de commande. Il y a aussi des choses comme les fichiers de configuration. Par exemple, moi j'ai écrit beaucoup de fichiers de configuration avec des cron. Il faut reconnaître que le format cron, c'est pas toujours super évident à lire. Bah, vous pouvez écrire en toutes lettres comme ça, du texte, et avoir un parseur qui vous transforme ça dans un beau format exploitable par la machine. Puis bon, évidemment, le graal des gens qui s'amusent avec les parseurs, hein, c'est créer votre DSL, votre langage de programmation. Bon, il y a des exemples de SQL. Vous créez un truc qui a besoin de pouvoir être utilisé du SQL ou vous voulez faire un flavor de Markdown ou même CoffeeScript. J'ai pris ça comme exemple, mais c'est quelqu'un qui s'est dit j'aime pas la syntaxe de JavaScript, je vais la refaire chez moi. Bon. Vous pouvez faire ça pour vous amuser, vous pouvez même essayer de le vendre aux autres, quoi. Mais tout ça pour dire qu'il y a des vrais cas d'utilisation. Bon, si on revient un peu d'un point de vue macro, vu de loin, un parseur, c'est essentiellement une fonction qui transforme du texte. Alors ici, j'ai écrit string. Sachez qu'en fonction des langages que vous voulez parser, ça peut être un stream, en fait. Il y a certains langages où on a besoin d'avoir tout le texte pour le parser, il y en a d'autres où on peut juste parser au fur et à mesure. Mais pour faire simple, ici, on va dire que c'est une string, et qui renvoie à un arbre syntaxique concret. Alors, normalement, c'est quoi un arbre syntaxique concret? Donc, c'est une représentation sous une forme d'arbre du texte qu'on vient de parser. Donc, je vais prendre un exemple assez simple. Donc, ici, c'est de l'arithmétique. 1 plus 2 fois 3, bah, c'est une expression qui est composée d'un nombre qui est additionné à une autre expression qui est composée d'un nombre, d'un opérateur et d'un nombre. Vous voyez, c'est assez verbeux. Ça peut se représenter de façon un peu schématique de cette façon-là, linéairement. Mais ce n'est pas très facile à exploiter. Et c'est pour ça qu'on va souvent plutôt entendre parler d'arbres syntaxiques abstraits, où c'est plutôt une représentation, alors c'est flou, c'est peut-être même volontairement flou, mais c'est une représentation des parties signifiantes de l'expression. C'est-à-dire qu'on enlève un peu le bruit, et essentiellement, là, ce qu'on dit, c'est que la même expression arithmétique, bah, c'est une addition de 1 et de la multiplication de 2 et 3. Et j'ai plus une notion d'expression number opérateur. Et toujours pareil, ça peut se représenter linéairement. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, à partir d'un CST, normalement, vous pouvez régénérer le texte initial. C'est vraiment une représentation de votre texte initial. À partir d'un AST, vous ne pouvez pas. Parce que pour un AST donné, il y a plusieurs façons de l'écrire. Ici, une simple multiplication, donc 2 par 3, vous pouvez l'écrire 2 fois 3, bon, ok, jusque-là ça va. Vous pouvez aussi l'écrire comme ça, c'est ce qu'on peut voir en Lisp. Vous pouvez l'écrire comme ça, en notation polonaise inversée. Ou vous pouvez même l'écrire comme ça, vous pouvez écrire un parseur qui lit du toute lettre, et au fond, bah, ça redonne l'AST initial. Et vous pouvez imaginer absolument tout et n'importe quoi. Autre point, hein, le but d'un parseur, c'est vraiment d'analyser de la syntaxe et pas de la sémantique. C'est-à-dire que si par exemple je vous fais une phrase la maison mange un polyèdre, c'est une phrase qui n'a absolument aucun sens, mais qui est grammaticalement correcte. Parseur, c'est pareil. Si la grammaire est correcte, ça parse. Ça doit parser. Ça ne doit pas vérifier
qu'un booléen égale 23. Ça doit être fait dans une étape suivante. On pourrait en débattre pour des questions d'optimisation, mais traditionnellement, ce n'est pas le rôle du parseur. Bon, une fois qu'on a dit ça, vous savez que vous avez besoin d'implémenter un parseur. Vous avez un vrai besoin, vous voulez jouer. Et vous vous posez la question de qu'est-ce que vous voulez implémenter comme parseur? Comment le faire? Alors, il y a des solutions qui existent et qui parfois vous sont vendues, mais que moi, je vais vous déconseiller. Un des exemples de ça, c'est tout ce qui est langage DSLable. C'est un peu difficile à exprimer, mais ça va être eval en Python en JavaScript. C'est-à-dire qu'essentiellement, vous dites à vos utilisateurs, écris-moi du JavaScript et je l'évalue à la volée. En termes de sécurité, c'est horrible. Soyons clairs, hein, parce que vous évaluez ce qu'on vous envoie. Les langages comme Scala et Groovy aussi proposent des syntaxes qui parfois sont très proches d'un langage naturel, donc naturel, on va dire. Donc on peut se dire, tiens, je vais faire mon DSL avec. Un exemple de DSL en Scala, c'est Gatling, si vous l'avez déjà utilisé. Ça marche dans plein de cas, mais forcément, vous êtes ultra lié à la plateforme d'origine. C'est du Scala et c'est pas autre chose. Et comme je disais, comme il y a des problèmes de validation d'entrée, en gros, c'est Scala qui va de l'entrée ou voire eval, c'est-à-dire que vous n'avez pas de validation, bah, vous pouvez avoir des problèmes de sécurité si vous voulez limiter ce que l'utilisateur est capable de faire. Et puis, bah, nécessairement, ça implique aussi que vous ne pouvez pas créer n'importe quoi comme langage. Vous êtes contraint par le langage cible. Une autre solution que je vous déconseillerais, mais ça dépend des cas, c'est tout ce qui est Natural Language Processing. Parce que, je vais caricaturer, hein, mais si vous faites du machine learning à un réseau de neurones et vous lui posez cette question, c'est le genre de réponse que vous pourriez avoir. En fait, par essence, l'approche de Natural Language Processing, c'est un truc qui est probabiliste. C'est pas un truc qui est formel. Et donc, il y a plein de cas où, si c'est pour analyser quelqu'un qui écrit du texte ou qui vous parle, c'est super bien et c'est ce qu'il faut faire. Par contre, si vous avez un langage formel bien défini, bah, vous voulez une grammaire précise en entrée et un résultat précis en sortie. Donc, une fois qu'on a dit ça, pour choisir votre solution, il faut savoir quel type de langage vous avez choisi, construit, vous allez utiliser. Alors, traditionnellement, on va découper les types de langages grossièrement comme ça, en 4. Un langage, on va le définir comme un ensemble de mots construits à partir d'un alphabet. Alors, c'est abstrait, mais en pratique, si vous prenez un langage de programmation, les mots, ça peut être les mots-clés, en fait. Non, l'alphabet, c'est les mots-clés. C'est if, for, ça fait partie de l'alphabet. Et vous construisez les mots qui sont en fait votre programme à partir de cet alphabet. Les différences ici, alors très grossièrement, il y a des définitions formelles très compliquées, je ne suis pas là pour ça. Grossièrement, ce qui est régulier, c'est si vous avez un langage où il n'y a pas de récursion à l'intérieur. Typiquement dans du HTML, par exemple, vous pouvez mettre une balise HTML dans du HTML, dans du HTML, dans du HTML à l'infini. C'est récursif. Donc ça ne peut pas être, un langage régulier n'est pas récursif. Ensuite, un langage context-free, je vais l'opposer au contexte sensitive, c'est quelque chose où si vous prenez une sous-partie du langage, la façon dont vous allez le parser ne dépend pas du reste. Si un bout de votre langage, la façon dont on le parse dépend d'un autre bout de votre langage, là vous êtes contexte sensitive. Et recursively enumerable, en fait c'est essentiellement tout le reste et c'est espérer ne jamais avoir à parser un truc comme ça, je pense que c'est globalement plus ou moins pas possible. J'exagère, mais essayez de rester, idéalement, essayez de rester contexte-free. Pour plus de détails, pour rentrer plus là-dedans, un exemple d'un langage de type régulier, ça va être écrire un nombre. Un nombre, c'est très bien défini, ça peut commencer par moins ou par rien, une suite de chiffres aussi longue qu'on veut, un seul point, une suite de chiffres. Il n'y a pas de récursion là-dedans. On ne peut pas remettre un nombre dans un nombre. En non contextuel, on va avoir l'arithmétique, parce que je peux mettre des parenthèses, donc je peux mettre des expressions dans des expressions. Là, au lieu de mon 2, j'aurais pu mettre d'autres parenthèses. Et donc on peut empiler les parenthèses les unes dans les autres, on devient récursif. En contextuel, ça c'est un exemple de C. T étoile x, en fait, ça peut soit être un pointeur vers x, si t est un type, soit une multiplication de t par x, si t est une valeur. Donc là, en fait, pour pouvoir parser ça, il est indispensable de savoir comment t a été défini avant. Puis, comme je disais, récurremment énumérable, on ne va pas en parler parce que, voilà, trop compliqué. Une fois qu'on a dit ça, quelques petits conseils, c'est vraiment 2-3 trucs, mais c'est un problème auquel je me suis réellement heurté quand j'ai dû créer mes propres langages. Essayez d'être simple. Parfois, on se dit, je vais mettre plein de features dans tous les sens parce que je vais faire des trucs extrêmement avancés. Faites pas ça, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Essayez d'être le plus simple possible. Typiquement, si vous avez vraiment jamais rien fait, que c'est juste pour jouer, essayez d'implémenter un Lisp parce que c'est très facile à parser et ça se fait bien pour s'entraîner.
Les espaces sémantiques. Alors personnellement, je n'aime pas YAML et Python, je l'annonce, mais même si vous aimez, je vous déconseille les espaces sémantiques parce que de fait, ça rend votre langage contextuel. Parce que ça veut dire qu'à tout instant, vous devez savoir combien d'espaces ont été parsés avant pour savoir où vous êtes. Donc ça vous rend les choses extrêmement compliquées pour au final un gain qui est pas forcément énorme. Et si vous avez des blocs à parser, je vous conseille d'avoir des marqueurs de début et de fin. Quand on n'a pas de marqueur de fin, on est obligé de les deviner, et les deviner, et ben, c'est pas toujours facile. Une fois de plus, c'est juste des petits tricks, il y en a plein sur Internet, vous pouvez aller plus loin, chercher, mais c'est les trucs auxquels moi je me suis vraiment heurté. Bon, une fois qu'on a dit ça, votre langage est par exemple un langage dit régulier. Eh bien, surprise, pour parser un langage régulier, on peut utiliser des expressions régulières. En fait, c'est pas un hasard si ça s'appelle expression régulière, regexp, c'est fait pour ça. Un exemple, ça va être les codes postaux canadiens, qui sont composés de 6 lettres et chiffres. Si vous voulez écrire au Père Noël, ho ho ho, c'est le code postal du Père Noël. Donc, on pourrait dire c'est super simple avec une regexp, etc. Bah, c'est super simple, mais la regexp pour les parser, c'est déjà ça. En fait, c'est le gros défaut des regexp, c'est que même sur les cas simples, ça devient rapidement illisible. Et par exemple, si vous avez déjà essayé d'écrire un regex pour parser une adresse email, en fait, ça peut très rapidement faire 5-10 lignes et être complètement immaintenable. L'autre point, c'est qu'il ne faut jamais utiliser une regex pour parser les langages contextuels. Et les gens qui connaissent reconnaîtront ce truc-là. Vous pouvez chercher Zalgo The Pony He Comes sur Stack Overflow. C'est où en fait la question, c'est quelqu'un qui dit comment je peux parser ce bout de HTML avec une regexp. Et la réponse ressemble à ça. Ou essentiellement ne parsez pas du HTML avec une regexp, ça ne marche pas. Je vais mettre un bémol, en fait, visiblement Perl est capable de le faire, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir grand monde dans cette salle qui fait du Perl. Donc, ah si, quand même, une personne. Donc ça existe. Mais voilà, c'est vraiment des cas particuliers. Donc si votre langage est non contextuel, il y a plusieurs façons de le faire. Les parsing manuels, donc là c'est vraiment vous écrivez tout à la main, vous allez écrire votre parseur. Parseur combinateur, on va en parler après, parseur générateur, et le dernier truc, c'est parseur exotique. En gros, bah, c'est tout ce qui ne tombe pas dans les 3 premiers. Je ne vais pas en parler parce que j'ai pas le temps et que comme ils sont exotiques, ils ont tous un peu une façon différente de faire. Je veux juste faire un peu de pub pour une technologie qui existe en JavaScript, TypeScript, qui s'appelle Showrotain, qui est un très bon produit. Si vous avez besoin de faire du parsing dans le front, ça peut être un truc vraiment pas mal à utiliser et qui tombe dans cette catégorie exotique. Donc, un des points d'attention quand on va vouloir mettre en place un parseur de langage non contextuel, comme ça peut être les performances. Les performances, en fait, ça joue beaucoup sur la taille de ce que vous voulez parser. Moi, dans les cas que j'avais, c'était généralement des petits blocs de texte, une fois de plus. Formule à la Excel, si votre formule à la Excel, elle fait 10 000 lignes, peut-être que ce n'était pas des formules à la Excel que vous vouliez écrire, c'était un vrai langage de programmation. Si vous faites un vrai langage de programmation, vous pouvez avoir des milliers de fichiers, de milliers de lignes. Là, la performance compte réellement. La gestion des erreurs, ça c'est un truc où en fait quand vous commencez à implémenter, vous en moquez un peu, bon ça renvoie des erreurs, ça marche pas, on s'en fout. Alors non, parce que en fait les utilisateurs détestent quand ils soumettent un truc sous une forme de langage et vous leur envoyez la première erreur, ils corrigent cette erreur, ils resoumettent le langage, on leur renvoie la deuxième erreur, et comme ça pendant 20 minutes. Donc typiquement la gestion des erreurs c'est important. Est-ce que vous allez être capable de parser en continu malgré les erreurs? Est-ce que vous allez être capable de renvoyer des erreurs claires en disant j'ai pas eu ce que je voulais, mais j'attendais ça, à telle ligne. Oui, parce que l'information de la ligne, ça peut être important aussi. Ce qu'on a vu au début, transformation du CST en AST, en fonction des technologies que vous allez avoir, parfois la notion même de CST disparaît. Ça arrive, et ça peut être problématique parce que parfois vous allez pouvoir avoir besoin de pouvoir revenir au texte original. Donc c'est des questions à se poser. Si vous avez ce besoin-là, vous n'allez pas pouvoir choisir les mêmes technos. La facilité d'utilisation du parseur. Vous allez voir dans les exemples suivants qui ont beau être très simples que c'est pas un sujet simple, en fait, le parsing. S'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est ça, c'est compliqué. Voilà. Et donc, essayez de choisir une techno qui est simple à mettre en œuvre. Et puis, le point sur lequel je veux le plus insister, parce que c'est le point qui a été le plus painful pour les cas où je suis passé, c'est vraiment la maintenabilité. Il faut se concentrer énormément sur le fait de se dire, quand je reviendrai dans 6 mois, est-ce que je vais être capable de modifier des choses et faire évoluer mon parseur. Et c'est vraiment pas facile. Bon, dans les exemples suivants, je vais vous donner un exemple qui est un vrai exemple en fait de la job que je viens de quitter, donc je ne vais pas citer son nom, mais qui est un exemple très simple. Donc on avait du texte comme ça, avec des balises pour les langages, et on nous demandait de le parser pour dire bah, si on est en anglais, je veux le texte en anglais, si on est en français, je veux le texte en français. Pourquoi on espère un format comme ça où on voit bien la balise ouvrante, le texte et la balise fermante dans le résultat?
C'est parce que si je vérifiais l'équilibrage des balises au moment du parsing, mon langage devient contextuel. Nécessairement, si j'arrive à une balise fermante et que je me dis est-ce que ma balise précédente c'était la bonne balise, ça veut dire que au moment où je le parse, je dépends de ce qui est avant. Donc comme je veux faire des choses simples et je ne veux pas un langage contextuel, je veux rester context-free, ici je vais volontairement garder ce format-là. Essayer de bien avoir balise ouvrante, texte, balise fermante. Alors, la solution simple, et pour être honnête, c'est celle qu'on a utilisée, hein, c'est le parseur manuel. Parce que là, on est sur un cas très simple. En réalité, on est sur un langage régulier. Dans ce cas-là, on aurait pu utiliser une regex. Bon, les gros avantages du parseur écrit à la main, c'est les performances. Ça sera toujours mieux que d'utiliser une lib. Mais bon, ça, c'est à condition de faire l'effort. Et écrire un parseur, c'est pas simple, en fait, à la main. Donc, ça nécessite quand même pas mal d'investissement. Le défaut, c'est que c'est non portable, c'est-à-dire que vous allez écrire votre parseur en whatever langage que vous utilisez. Si vous avez besoin de parser votre langage dans un autre langage de programmation, par exemple, vous l'écrivez pour C, puis tout d'un coup, vous avez besoin dans le front, vous avez besoin en JavaScript, et bien vous réécrivez un deuxième parseur. C'est aussi, de mon point de vue, le moins maintenable. Alors, vous pouvez coder très proprement, c'est pas le problème. Mais le truc, c'est que comme c'est une solution qui est nécessairement très custom à votre problématique, si vous cherchez un nouveau développeur, il va falloir qu'il apprenne comment vous avez fait votre parsing. Alors que si vous utilisez une solution plus standard, vous avez une petite chance qu'ils connaissent déjà la technologie. Les exemples ici, c'est les trucs connus, genre le parseur de C ou le parseur de Java, qui sont tous écrits à la main et généralement pour des raisons de performance, parce qu'ils n'ont pas toujours commencé par être écrits à la main. Deuxième solution, donc c'est les parseurs combinateurs. L'idée du combinateur, c'est juste de dire un parseur, donc ça prend une string et ça renvoie quelque chose. Un combinateur, ça prend plusieurs petits parseurs, ça les combine et ça fait un gros parseur. Donc, essentiellement, ça revient à dire que vous construisez le parseur de votre langage avec des parseurs plus petits. Gros avantage de ça, c'est que vous pouvez avoir des petits trucs individuels. Donc ici, je vous donne un exemple, c'est du TypeScript, mais il existe d'autres technologies. Si vous avez des questions en Rust, vous avez un développeur d'un parseur combinateur Rust là. Donc ça, c'est Parsimon, qui est une très bonne libre aussi. Donc sur mon cas précédent, où j'avais des tags de langue, etc., on voit, je crée un petit parseur pour l'ouverture des tags, un petit parseur pour la fermeture des tags, et un petit parseur pour du texte random. Notez que je mets une description à côté. Pourquoi? C'est parce que d'une manière générale, si vous ne mettez pas ça, les messages d'erreur sont incompréhensibles. Donc c'est un truc à se rappeler, si vous faites vraiment ça, pensez à mettre des descriptions. Ça peut revenir à une forme de commentaire. Et derrière, la façon dont on l'utilise, c'est on dit qu'un langage, c'est un tag ouvrant suivi du texte, suivi d'un tag fermant. C'est pas très compliqué et je peux avoir plusieurs langages en ayant des séparateurs avec white space. Bon, j'ai peut-être un peu l'habitude, moi je trouve que ça se lit pas trop mal. Et de fait, comme on peut écrire des petits parseurs individuellement, le gros avantage c'est qu'on peut aussi les tester individuellement. Et ça, ça simplifie vraiment beaucoup les choses. Et c'est en plus particulièrement maintenable quand on connaît bien la programmation fonctionnelle. Si vous avez vu ce que je vous ai montré avant, ici j'utilise l'opérateur chain. Dans d'autres langages, ça serait un opérateur qui s'appelle flatmap. Alors désolé, je vais utiliser un gros mot, mais en fait, les combinateurs, ça forme une monade et avec tous les avantages que ça peut avoir. Si vous ne savez pas ce que c'est pas très important, mais sachez que tout ça vient du monde fonctionnel et que donc il y a des avantages quand vous connaissez déjà le domaine. C'est pas mal facile à débugger parce que ça s'exécute au runtime. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre des points d'arrêt. Essentiellement, vous pouvez mettre des println, vous allez voir ce qui se passe. Ça simplifie pas mal les choses quand vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'étape de build. Alors je dis ça parce que la technologie que je vais vous montrer après, il y a une étape de build. Donc il y a cet avantage-là, vous mettez votre parseur et ça fonctionne. Le défaut, c'est typiquement ici, le CST, c'est un peu moyen. Vous pouvez l'obtenir, mais ce n'est pas fait pour. L'objectif, c'est vraiment quand même d'obtenir le résultat final directement. Puis les performances sont mauvaises. Alors je mets des gros guillemets, hein. Une fois de plus, ça dépend ce que vous parsez. Moi, ça reste ma technologie préférée, pour être clair. Mais c'est sûr que si vous parsez des dizaines de milliers de lignes les unes après les autres, ça peut ne pas être la meilleure solution. Et c'est toujours pareil, c'est non portable. Vous l'écrivez dans un langage. Le truc que j'ai écrit précédemment, je l'ai écrit en TypeScript. Vous avez besoin de parser ce langage en C, ça ne marche pas. Il faut réécrire la même chose en C. Donc, de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les parseurs générateurs, qui portent bien leur nom parce que l'objectif, c'est un truc qui génère un parseur. Et pour générer un parseur, ça s'appuie sur un autre langage, donc un DSL qui est spécifique au parseur générateur. Vous allez écrire la grammaire de votre langage. Et à partir de ça, donc, on génère le parseur. Pour faire ça, on va généralement passer par une étape intermédiaire qui s'appelle le lexeur. Donc, plutôt que de passer directement de mon texte au CST, je passe par un intermédiaire linéaire. Donc là, on n'est pas sous forme d'arbre. C'est ça qu'il faut retenir.
de token. Donc l'exemple très simple que j'ai pris précédemment, hein. Donc j'ai un tag ouvrant, j'ai du texte, j'ai un tag fermant, etc. Là pour l'instant j'ai pas d'arbre et je construirai mon arbre par la suite. Je vous donne un exemple, donc c'est pareil, ça c'est plutôt de la technologie TypeScript, qui s'appelle Nearly. On voit toute la première partie, c'est le lexer. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai écrit précédemment, hein. J'utilise des regexp pour parser des bouts. Et après le lexer, j'ai vraiment le parseur où je dis que mon langage est composé de open and close tag. Et open and close tag, c'est composé d'un tag ouvrant, d'un texte et d'un tag fermant. Ce qui est intéressant, ou pas d'ailleurs, comme on va le voir après ici, c'est que vous remarquerez qu'il y a du code écrit directement. Ça, c'est du code JavaScript en pratique. Et donc, ça veut dire que dans ma grammaire, j'ai du JavaScript directement intégré. Avantage, ça veut dire que je peux faire des transformations pas mal avancées directement à ce niveau-là. Désavantage, bah, ça rend mon langage non portable. À l'opposé de ça, on a Antler, qui est une solution, on va dire, un peu traditionnelle du monde Java, où toujours la même approche, hein. Là, le lexer est à la fin. Ce qui est en majuscule, c'est le lexer. Donc, je définis bracket ouvrant, une gamme de caractères. Le texte, c'est des caractères. En haut, je définis que, effectivement, open and close tag, c'est un tag ouvrant, un texte, un tag fermant, etc. Mais vous voyez que là, il n'y a rien de spécifique à un langage cible. Et le truc, c'est que ça te permet de générer du Java, qui va générer ça. D'ailleurs, non, c'est pas du Java, ça c'est du TypeScript, mais enfin en Java, vous auriez un truc assez proche. Si vous faites du Java, vous devriez à peu près reconnaître à part le type. Et donc, pour pouvoir exploiter le CST que vous allez avoir en sortie, vous allez devoir écrire du pattern visiteur. Et dites-vous bien que ça, c'est un cas réel, et je trouve ça personnellement déjà très moche, mais imaginez un vrai langage de programmation avec des dizaines de trucs ouvrants et fermants, et vous avez ça absolument partout. Donc, il y a sans doute un équilibre à avoir entre j'écris mon code directement dans la grammaire, comme ça, ça a l'avantage d'être plus simple, mais c'est non portable, et avoir un truc qui est complètement portable, mais après, ce que vous devez faire pour l'exploiter, c'est un peu infernal. Bon, d'une manière générale, ça reste des technologies qui sont pas mal performantes, toujours moins qu'à la main, mais si vous le faites bien. Mais en fait, comme on va passer par une étape de build, il va pouvoir optimiser le parseur que vous avez créé. C'est l'avantage de portabilité. Typiquement, Antler, c'est ce que je disais, ça génère un parseur en Java, en JavaScript. Donc avec la même grammaire, si vous faites du front et du back, vous pouvez parser aux deux endroits en même temps. Ça peut être un avantage intéressant. La maintenabilité, bon, c'est peut-être mon opinion personnelle, mais moi je trouve ça complètement illisible, personnellement. Je pense que c'est une question d'habitude, il faut s'accrocher un peu. Et puis l'étape de build, c'est vrai que ça peut être un sujet. C'est parce que ça rajoute une étape de build dans vos trucs avant de pouvoir exploiter votre parseur. Petite note, vous entendrez parfois parler de BNF, la forme de Bacchus Nord. C'est un espèce de standard pour écrire les grammaires. Le truc, c'est que comme tous les standards, il y a plein d'autres standards qui s'appuient à peu près dessus. Ça ressemble, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. Le point qui est intéressant, c'est en particulier celui-là, ABNF, qui est celui qui est utilisé par la plupart des RFC. Donc par exemple, au hasard, on va prendre la RFC HTTP. En fait, vous allez avoir une grammaire de qu'est-ce que c'est un en-tête HTTP, comment ça marche, etc. Donc vous pouvez essentiellement copier ce truc-là, le coller dans un parseur générateur qui le supporte, et bam, vous avez un parseur de header HTTP. Ça peut avoir pas mal d'intérêt. Et c'est vrai dans la plupart des RFC qui respectent ce format. Cela dit, le format en question, bon, bah, il pique un peu. Comme vous voyez, vous ne pouvez pas écrire de caractères directement. Vous êtes obligé d'utiliser les code points. Là, enfin, bon, c'est un peu, c'est pas super, on va dire. Mais au moins, ça fonctionne. Un truc auquel il faut faire attention quand on utilise les parseurs générateurs aussi, c'est ce truc-là. Vous pouvez vous dire, bon, bah, là, imaginons je fais de l'arithmétique, je fais juste des chiffres et des additions. Bah, je peux dire une expression, c'est une expression plus un nombre ou un nombre. Ça, c'est un ou, cette barre-là. Le problème, c'est que si vous le faites comme ça, un certain nombre de parseurs générateurs, quand ils vont essayer de comprendre ce que vous avez écrit, ils vont dire, bon, ok, c'est une expression. Une expression, c'est quoi? C'est une expression. Ok, alors une expression, c'est quoi? Et on recommence. Donc on tourne en boucle, on n'atteint jamais et on crache tout. Donc il faut faire attention à cette façon de définir les choses. Sachez qu'il est toujours possible de réécrire une récursion à gauche en récursion pas à gauche. Ça peut être pas mal compliqué. Là, j'ai donné l'exemple parce que c'est simple. Ça revient à dire qu'une expression, c'est un nombre suivi de un ou plus éléments qui sont plus une autre expression. Donc, c'est faisable. C'est juste que comme c'est moins naturel, si vous avez le besoin qui est au-dessus, il faut faire un peu attention au parseur générateur que vous allez choisir. Mais sachez que généralement, ça, c'est vraiment marqué dans la doc et c'est un des premiers trucs parce que c'est un piège dans lequel les gens tombent souvent. Un autre truc, c'est les ambiguïtés. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple où je définis un truc qui peut être true, false ou une expression if. Et une expression if, c'est if, then ou
if then else. Le truc, c'est que là, j'ai pas d'accolade, j'ai rien, j'ai pas de bloc de fin. Justement, quand je vous disais pourquoi il faut faire des blocs de fin, et ben mon expression ci-dessous, je fais if true, then if false, then true, else false. Le problème, c'est que ce else là, on ne sait pas si ça s'applique au premier if ou au deuxième if. Et c'est une ambiguïté. Ça fait vraiment partie de la façon dont vous avez défini les choses au-dessus. Ce qui implique qu'en fonction des parseurs générateurs, un cas comme ça, il y en a, ils vont juste vous générer un truc au hasard, arbitraire. Le else, il va appartenir à l'un ou à l'autre et vous n'allez pas pouvoir le savoir. Et d'autres parseurs générateurs vont juste vous dire non, ça marche pas. Vous ne pouvez pas avoir un langage comme ça. Vous allez devoir enlever l'ambiguïté. Un point sur la gestion d'erreurs. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment important de ne pas s'arrêter à la première erreur parce que vous verrez si vous le faites, c'est vraiment painful de devoir à chaque fois faire des allers-retours. Si vous avez déjà fait des formulaires sur le web où on vous remonte les erreurs une par une, c'est insupportable. Donc là, c'est même problème. Les informations pertinentes, j'en ai parlé, ce que le parseur attend, par quoi faudrait remplacer. Si vous voulez une idée, je vais faire un peu de pub pour Rust au passage. Le compilateur de Rust est très bon là-dessus, à vous faire des propositions et faut tendre vers ce genre de choses. Quelques autres fonctionnalités que j'ai trouvées amusantes, qui sont pour moi pas du tout core, mais bon, pourquoi pas. Il y a certains trucs qui vous génèrent des schémas comme ça. Donc là, c'est un extrait de JSON, où on voit un objet JSON, c'est un truc qui commence par une accolade, où il y a potentiellement des espaces, et ça peut être juste une accolade fermante, ou une string, donc la clé, suivie d'un espace, suivie d'un deux points, suivie d'une valeur, et suivie d'une virgule, etc. Donc si votre langage n'est pas trop compliqué, ça peut être une façon simple d'expliquer les choses. Et une fois de plus, le parseur lui-même n'est pas toujours très simple à comprendre, ça peut aider un peu. Tout ce qui est outillage de debug et de test. Donc, comme je disais, côté parseur générateur, souvent on peut se débrouiller, débugger directement dans le code. Pour ce qui est parseur générateur, faites attention à l'outillage. Anteler, par exemple, a l'avantage d'avoir du très bon outillage dans les IDE. Il faut leur reconnaître ça. En même temps, s'ils ne l'avaient pas, ça serait honnêtement un produit qui serait inexploitable. Donc, le support IDE, c'est ce que je disais, mais c'est l'avantage, c'est ça. Ça vous permet vraiment de faire des tests en live, de débugger. Alors ça, c'est une feature que j'ai trouvée géniale, c'est dans les parseurs de type early. En fait, si vous décrivez une grammaire, le parseur est capable de vous régénérer une chaîne de caractères valide qui répond à votre grammaire. Donc, vous pouvez vous dire que ça sert à rien, sans doute, mais par exemple pour les tests, ça peut être cool, et en particulier pour les gens qui font du test par propriété, ça vous permet de générer de façon aléatoire des centaines de chaînes valides pour votre parseur. C'est anecdotique comme je dis, mais c'est une feature que je trouve vraiment sympa. Alors, un point qui ne va pas faire plaisir aux puristes. Quand vous allez choisir une façon de parser, typiquement dans un parseur générateur, vous allez être affronté à ce genre de truc, vocabulaire. Est-ce que c'est du LL1, du LR, du PEG, du early, etc. Vous comprenez rien, alors ça tombe bien, quand moi je m'y suis penché, je comprenais rien non plus, et ma conclusion c'est qu'on s'en fout, en fait. J'abuse, et c'est pour ça que je dis que je ne fais pas plaisir aux puristes. En fait, ça a une importance, hein, ça n'existe pas pour rien. Mais dans mes cas d'utilisation à moi, qui n'étaient jamais de parser des langages en programmation complets, qui étaient toujours des petits trucs, en fait, ça n'a pas vraiment une grande importance. Bon, je suis allé beaucoup plus vite que ce que je pensais. La conclusion, est-ce que vous avez besoin d'un parseur dans votre code? Alors, ça, vous en avez déjà un, mais vous assumiez pas. C'est-à-dire que vous avez des regex par rallonge dans votre code, il y a un moment, il faut en faire quelque chose, et c'est très difficile à exploiter. Peut-être que, en fait, supprimer vos regex et mettre un parseur à la place, ça peut être pas mal. L'autre cas, c'est vous acceptez un input au format texte. Ça peut être n'importe quoi, la plupart d'entre nous on le fait, mais un exemple que j'avais eu, c'était une liste de courses. Ça peut sembler simple, une liste de courses, je veux 2 paquets de farine. Voilà, truc simple. En fait, ça peut être utile d'avoir un parseur pour quelque chose comme ça. Parce que c'est juste un chiffre et un nom derrière, mais il y a des cas où le parser à la main, c'est pas évident. Maintenant qu'on s'est posé la question du j'ai un parseur, c'est lequel choisir. Alors, le conseil le plus important que j'ai envie de donner pour cette présentation, ça vaut pour le parseur, mais ça vaut pour beaucoup d'autres choses, c'est testez-les. Et faites pas semblant. Prenez pas une demi-heure pour tester chaque truc. Moi, je vous conseille de prendre au moins une journée sur chaque type de technologie possible, parce que les problèmes et la complexité, elle n'émerge pas au bout de 30 minutes, elle n'émerge pas en lisant la documentation. Elle émerge quand vous essayez, il faut vraiment les utiliser. Et Anteler, je tape beaucoup dessus, hein, mais Anteler, c'est l'exemple de ça, c'est que si vous lisez que la doc, ça a l'air super bien, et quand vous en faites pour de vrai, ça a l'air beaucoup moins super bien. Mon opinion personnelle sur le sujet.
Si c'est simple et que les performances ne comptent pas, une fois de plus, je mets des guillemets autour de performance, hein, mais c'est moi mes cas avec mes 10 lignes, 300-400 caractères, c'est généralement 100 millisecondes ou 50 millisecondes. Honnêtement, c'est la même chose. Donc, dans ces cas-là, les parseurs combinateurs, c'est vraiment la solution la plus simple. C'est celle qui vous permet de tester les trucs unitairement et d'avancer, de construire progressivement votre code. Je conseillerais ça. Si vous avez vraiment un truc complexe ou que vous avez besoin de perses plus importantes, allez vers les parseurs générateurs, voire allez vers le parseur manuel si vous êtes vraiment motivé, parce que ça prend beaucoup de temps à coder aussi, et voire vers des trucs exotiques, et ça, c'est en fonction des technologies. Mais j'insiste, focalisez-vous sur la maintenabilité. Parce que c'est mon expérience personnelle, c'est effectivement, on arrive 6 mois plus tard, on veut rajouter un opérateur, et là on est parti pour 3 jours à essayer de comprendre ce qu'on a codé 6 mois avant, et c'est pas la bonne solution. Faut vraiment, faut documenter, faut tester au maximum, y compris les cas d'erreur, surtout les cas d'erreur. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions, ou des remarques, des insultes? Ouais. Alors, la question, c'est si faire un visiteur avec Antellair, c'est un peu compliqué, comment on manipule dans les autres cas? Alors, dans les autres cas, je vais prendre le parseur combinateur comme exemple. En fait, on le manipule directement ici. C'est le défaut, c'est ce que je disais, il n'y a pas vraiment de CST, on manipule directement la sortie, et donc on sait que ici, j'ai un tag ouvrant, ça, opening, ça va être EN, par exemple, ça va être mon langage. Ici, ça va vraiment être mon texte. Ici, ça va vraiment être ma balise fermante. Donc, je veux juste un triplet dans ce cas-là, mais je pourrais faire un objet complexe. Je pourrais même faire des choses caricaturales, appeler une API ici, récupérer une promesse et renvoyer. En fait, que mon parseur, au lieu de renvoyer un AST, renvoie une promesse de quelque chose. Donc là, c'est vraiment, je le manipule dans le code. Et pour le cas de early, par exemple, qui va plutôt être là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est plus compliqué parce que c'est intégré directement dans la grammaire. Mais c'est vraiment ça, c'est tu manipules, ça c'est vraiment du JavaScript et tu manipules tes trucs là. Tu pourrais, pareil, éventuellement faire un fetch ici, faire un appel asynchrone, une API HTTP, mais ça commence à vraiment pas être une bonne pratique ici. Ça l'est pas non plus, hein, notons dans l'autre. Mais là, c'est encore pire. Alors, la question, c'est si tu as besoin d'évaluer, tu as besoin de tout. Réponse, c'est ça dépend. Comme souvent, hein, dans notre métier, personnellement, moi, j'ai jamais eu ce besoin-là. Et cela dit, c'est pas si compliqué quand, alors, par exemple, pour m'entraîner, j'avais fait un espèce de Lisp dans ce truc-là. Et en fait, vraiment, j'avais séparé la partie parsing, où j'ai juste l'AST, et la partie validation derrière, qui, elle, va vérifier si c'est équilibré, si les types sont bons, et potentiellement on fait des choses plus loin, parce que, en l'occurrence, c'était un Lisp avec du typage dépendant, pour ceux qui connaissent. Et donc, ça a impliqué d'être capable de vérifier des valeurs au niveau du système de type. Donc, on peut faire des trucs très avancés, mais c'est juste qu'on ne le fait pas au moment du parsing. Et quand on fait un parseur manuel, peut-être qu'on va mélanger les deux pour des questions de performance, mais c'est pas non plus une super bonne idée en fait. Oui. Alors, la question, c'est, alors je vais essayer de la résumer, mais dans un contexte où, dans le monde Java, en fait, il y a des outils qui font tout ça, comme EclipseML, si j'ai bien compris, EMF, donc qui font tout ça et qu'on n'a pas besoin de faire à la main. Alors, la réponse, c'est que je ne les ai pas utilisés. Avec Antellair, j'ai utilisé un peu le débugage. Il y a beaucoup de choses qui sont générées, et ça, quand je dis qu'on l'écrit à la main, c'est pas vrai, hein. Le squelette est généré. Ce qu'on écrit à la main, réellement, c'est cette ligne-là, en fait. Et ce qui fait qu'en pratique, on pourrait ne pas l'écrire, exploiter directement le visiteur, et dans d'autres codes, faire quelque chose avec. Donc oui, tout ça, c'est généré, hein, c'est pas écrit à la main. Mais cela dit, EMF, j'ai jamais utilisé, donc je ne serais pas capable de dire si oui, non, il y a des avantages ou pas. Oui.
Merci. Ça sera mieux. J'espère que vous m'avez tous entendu, sinon je reprends. Vaut mieux reprendre pour la captation, en fait. Ok. Ouais, non, c'était un petit retour d'expérience sur un DSL qu'on a créé chez nous pour donner la main à des gens du produit pour injecter du fonctionnel dans le produit. Donc on est parti sur un YAML, donc un sous-ensemble de YAML, parce que évidemment il y a des mots-clés qu'on avait besoin de capter et pas d'autres. Et on s'est rendu compte en fait au bout d'un moment que le YAML convenait pas forcément aux gens du produit parce que c'était compliqué entre guillemets. Et donc voilà, donc du coup c'est quand même intéressant de prendre aussi en compte à qui va être adressé ce DSL, puisque à la fin finalement on est parti sur un CSV. Voilà. Alors, et effectivement, quand je parlais tout au départ des exemples, en particulier les formules à la Excel, en fait, c'est vraiment parce que c'est pas que ça nous faisait particulièrement plaisir d'écrire des choses comme ça, parce qu'au fond, on aurait pu leur dire les données elles sont disponibles en Python, utilisez Python. C'est juste qu'en fait, on parlait à des gens qui savaient utiliser Excel et rien d'autre. Donc, du point de vue vraiment business, c'était intéressant de leur proposer une approche comme ça, plutôt que de leur dire ouvrez un notebook, installez Python sur vos machines. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est Python. Enfin, voilà. Effectivement, il faut tenir compte de vos utilisateurs. Et c'est vrai pour tous les sujets, soit dit en passant. D'autres questions? Alors, moi, ce que j'aime, c'est les parseurs générateurs. Ah non, tu parles de Chevrotain. Je vais le faire en français. Chevrotin. C'est un produit de SAP. Alors, je sais, c'est pareil, ça fait peur, mais en fait, c'est vraiment un très bon produit et la doc est bien faite. Par contre, c'est pareil, il y a du visiteur à implémenter à la main. Mais cela dit, il y a un certain nombre de features qui vont avec, qui font que c'est un produit qui permet d'écrire un parseur qui est cool. Mais c'est orienté vraiment TypeScript, donc c'est pareil, hein, que vous écrivez un parseur en JavaScript, je suis désolé de dire que c'est pas la meilleure technologie en termes de performance. Il y a des avantages parce que ça marche dans le browser, mais c'est... Voilà. Et c'est ce que j'ai fait, hein, soit dit en passant. Bon, merci beaucoup.